Pendant des années, le ranch de Neverland a semblé être ce qui se rapprochait le plus d'un rêve devenu réalité. Michael Jackson y avait bâti un véritable royaume caché derrière ses grilles. Un parc d'attractions privées, des animaux exotiques, un petit train serpentant à travers des jardins impeccables, tout était conçu pour lui permettre d'échapper à la pression de la célébrité. Mais lorsque la vie de Michael Jackson s'est effondrée sous le poids des scandales et des controverses, Neverland a changé à jamais. La magie s'est dissipée, les grilles se sont fermées, et la demeure la plus célèbre du monde est devenue un lieu que personne ne voulait toucher. Les acheteurs ont disparu, les prix se sont effondrés, les rumeurs ont commencé à circuler. C'est ainsi que l'une des maisons les plus extraordinaires de l'histoire est devenue la propriété la plus difficile à vendre au monde. Le ranch de Sycamore Valley. Un jeune homme de 24 ans maigre, les vêtu d'un blouson de cuir rouge, se tenait un jour sur ses terres, murmurant les paroles d'une chanson de Paul McCartney. C'était en 1983. Les caméras tournaient pour le clip de Say Say Say, et Michael Jackson, déjà la plus grande star de la pop au monde, contemplait les chênes et les collines ondulantes de la Californie centrale et ressentit une sensation inédite. Il ressentit le calme. Il confia plus tard à ses amis que la terre lui avait parlé. 5 ans plus tard, il y revint non plus comme invité, mais comme propriétaire. En mars 1988, surfant sur la vague de son album raté et d'une tournée à guichet fermé sur 3 continents, Jackson aurait déboursé entre 17 et 19,5 millions de dollars pour le Sycamore Valley Ranch, un domaine de 1100 hectares comprenant des forêts de chênes, des vignobles, un lac privé et des kilomètres de sentiers équestres nichés dans les collines de Los Olivos. Pour un millionnaire ordinaire, cela aurait été une résidence secondaire. Pour Jackson, c'était tout autre chose. C'était une page blanche et il comptait bien y écrire une fin différente à son histoire. Le nom fut la première étape. Sycamore Valley Ranch était trop banal, trop adulte, trop ancré dans le monde ordinaire qu'il cherchait à fuir depuis l'enfance. Il le rebaptisa Neverland, en référence à l'île flottante de Peter Pan, où les enfants ne grandissent jamais. Pour Jackson, il ne s'agissait pas d'un coup marketing astucieux, mais d'une confession. Neverland, c'est moi, tu sais. Ça représente tout ce que je suis. Vraiment. J'adore Neverland. Ce nom disait tout sur ce qu'il croyait avoir perdu et ce qu'il voulait reconstruire. Son enfance avait été un véritable cauchemar. Propulsé sous les feux de la rampe avant même d'avoir perdu toutes ses dents de lait, il était déjà la voix principale des Jackson 5 à l'âge de 11 ans. Pas de récréation. Que des répétitions. Pas de fête d'anniversaire avec ses amis. Pas de récréation, pas de répétition, pas de fête d'anniversaire avec ses amis. Que des enregistrements télévisés. Et derrière tout ça se tenait son père Joseph Jackson. Un homme à la discipline si sévère que Michael plus tard tressaillait en interview à la simple mention de son nom. Fessées, longues heures de travail, humiliation publique. Le sourire que Michael arborait sur scène était le fruit de la peur. Neverland était censé effacer tout ça. Un homme adulte plus riche que la plupart des pays s'apprêtait à construire brique par brique l'enfance qu'il n'avait jamais pu vivre. Le rêve était réel, magnifique, et il allait devenir sa plus grande création. Construire un royaume imaginaire. Imaginez-vous vous réveiller sortir par la porte de derrière et apercevoir une grande roue. Pas une petite, une vraie grande roue de fête foraine tournant doucement dans la brume matinale, rien que pour vous. C'était un matin ordinaire à Neverland. Jackson n'avait pas construit un jardin, il avait construit un parc d'attractions. Un vrai avec des employés des contrôles de sécurité et des files d'attente qui l'après-midi n'existaient tout simplement pas car les seuls visiteurs étaient ceux qu'il avait personnellement invités. Il y avait un carrousel avec des chevaux peints à la main, un bateau pirate qui oscillait en grands arcs de cercle, le manège à sensations, la pieuvre, un manège à vagues, des autos tamponneuses et des montagnes russes qui serpentaient entre les arbres. Chaque attraction était réelle, parfaitement fonctionnelle et illuminait la nuit comme un décor de rêve d'enfant. 3 voies ferrées traversaient la propriété. Le plus apprécié était un petit train à voie étroite, tiré par une locomotive à vapeur en état de marche peinte dans des tons pastels et baptisé Catherine, en hommage à sa mère. Le train longeait des jardins et des étangs et s'arrêtait à une gare qui semblait tout droit sortie de Disneyland. Des ornements rouges, des lettres dorées et des détails en bois blanc ornaient les murs. Devant la gare trônait une horloge florale dont le cadran était composé de milliers de fleurs vivantes, les aiguilles parcourant les pétales à chaque minute. Au cœur du domaine se dressait la maison principale. Un manoir normand de près de 1200 mètres carrés, au toit d'ardoise pentu et aux lierres grimpant le long des pierres.
Autour s'étendait un lac de 1016 hectares, alimenté par une cascade. Des cottages disséminés dans les bois, un court de tennis et une salle de cinéma privée pouvant accueillir 50 personnes, dans de confortables fauteuils de velours. Il y avait aussi un studio d'enregistrement entièrement professionnel où il assemblerait plus tard des fragments d'histoire et de danger sans jamais quitter son domicile. Il y avait aussi le zoo de vrais éléphants des tigres, dans des enclos adaptés des girafes qui se promenaient dans les prairies, et bien sûr des bulles. Le chimpanzé devenu presque aussi célèbre que son propriétaire photographié dans des tenues assorties. Des sculptures d'enfants jouant parsemaient les pelouses. Des fresques ornaient les murs du hall principal. Partout où le regard se posait, le message était le même. C'était un lieu où l'enfance semblait figée dans le temps, un lieu où elle avait trouvé refuge pour toujours. L'âge d'or où Neverland était l'endroit le plus magique au monde. Il existe une photo d'Elizabeth Taylor en robe pâle debout sous des fleurs souriant à un homme qu'elle appellerait plus tard son ami le plus proche. C'était en 1991. Elle avait choisi Neverland pour son 8e mariage avec un ouvrier du bâtiment nommé Larry Fortensky. Et Michael Jackson l'accompagna jusqu'à une allée bordée de pétales blancs. 300 invités étaient présents. Des hélicoptères de tabloïds tournaient en rond au-dessus des lieux, cherchant à prendre les premières photos. La mariée n'y prêtait aucune attention. Neverland, dira-t-elle plus tard, était le seul endroit au monde où elle se sentait en sécurité. Elle n'était pas la seule à éprouver ce sentiment. Une jeune fille nommée Kim Kardashian, bien avant que le monde ne connaisse son nom, y avait fêté ses 14 ans, passant devant le carrousel avec ses sœurs et s'y perdant dans les manèges pendant tout un après-midi. Des décennies plus tard, elle le décrirait comme l'endroit le plus magique qu'elle ait jamais visité. En 1993, Oprah Winfrey arriva avec une équipe de tournage et réalisa ce qui allait devenir l'une des interviews télévisées les plus regardées de l'histoire. 1h30 avec Jackson sur ses terres, à parcourir les pièces où il composait ses chansons. Pendant une brève et brillante période, une invitation à Neverland était ce qui ressemblait le plus à un sésame pour le monde. Des stars de cinéma affluaient, des membres de la royauté venaient, des enfants hospitalisés arrivaient par quart entier, souvent sans même savoir qui avait financé le voyage. Et Jackson les accueillait à l'entrée et leur faisait visiter son parc en personne. La première fissure. Des allégations qui ont tout changé. Un garçon de 13 ans et son père sont entrés dans le cabinet d'un avocat durant l'été 1993. Ce qu'ils ont dit derrière cette porte close allait changer à jamais la signification de Neverland. Le garçon était le fils d'un dentiste de Beverly Hills. Il avait passé du temps au ranch. Il avait séjourné dans la maison principale et selon la plainte déposée par sa famille en août de la même année, des choses terribles s'y étaient produites. Des choses que Jackson a niées immédiatement et catégoriquement dès que l'accusation a été révélée à la presse. Mais le mal n'a pas attendu de verdict. Il a commencé dès la parution des gros titres. L'affaire n'a jamais été portée devant un tribunal pénal. En janvier 1984, l'équipe de Jackson a conclu un accord à l'amiable dans le cadre de la procédure civile pour un montant largement estimé à environ 23 millions de dollars versés sans aucun aveu de culpabilité. Pour ses défenseurs, cet accord était la preuve qu'ils préféraient la paix au cirque médiatique. Pour ses détracteurs, c'était le bruit d'un chèque signé pour faire disparaître un problème. Quoi qu'il en soit, le monde s'est fait sa propre opinion et ne l'a pas oublié. Jusqu'à cet été-là, Neverland était au pire une source de moquerie, au mieux un paradis. Après cet été, tout a basculé. Une question, un murmure, un nom qui a commencé à apparaître à côté de mots auxquels il n'avait jamais été associé auparavant. Les journalistes ont commencé à s'interroger sur ce qui se passait réellement derrière ces grilles. Les manèges, les chambres, les soirées pyjama dont Jackson avait parlé ouvertement à la télévision, tout cela a commencé à être relu sous un jour plus sombre. Le carrousel était resté le même, les trains aussi. Mais le regard du public lui avait changé. La carrière de Jackson a continué. La musique a continué à se vendre. Les tournées ont continué. Mais quelque chose d'invisible s'était fissuré dans les fondations de sa vie. Et le ranch qu'il aimait plus que tout reposait désormais sur cette fissure. L'homme qui avait bâti un royaume pour les enfants était maintenant, aux yeux de millions de personnes, un homme qui devait justifier pourquoi des enfants y avaient été autorisés à entrer. Le raid. Quand les policiers ont pris d'assaut les portes, ce matin-là, 70 agents ont remonté la longue allée. Ils n'étaient pas là pour une visite. Les véhicules appartenaient au bureau du shérif du comté de Santa Barbara et ils étaient munis de mandats de perquisition. C'était le 18 novembre 2003. En quelques minutes, les portes de Neverland n'étaient plus l'entrée d'un conte de fées, mais une scène de crime.
Les adjoints ont fouillé chaque recoin de la résidence principale, ouvrant les tiroirs photographiant les pièces et emportant des cartons. Des hélicoptères de presse survolaient la zone, diffusant le raid en direct dans tout le pays, puis dans le monde entier. Ceux qui avaient grandi en regardant Michael Jackson faire le moonwalk à la télévision voyaient maintenant des policiers en uniforme sortir de sa chambre avec des sacs de preuves. Le contraste était presque insoutenable. L'homme qui avait bâti un royaume pour les enfants était visé par une enquête pour ce qu'il leur aurait fait subir à l'intérieur. 2 jours plus tard, Jackson était arrêté. Les charges étaient graves. Elles concernaient des infractions présumées contre une mineure, une jeune fille de 13 ans survivante d'un cancer qui avait séjourné au ranch. Les procureurs n'ont pas décrit Neverland comme un foyer. Ils l'ont décrit comme un piège, une propriété conçue selon leur récit, avec des manèges, des bonbons et des portes de chambre qui fermaient à clé, le tout destiné à attirer les enfants et à les retenir. Les témoins parlaient de soirées pyjama, de vin servi dans des canettes d'une version de Neverland que le public n'avait jamais vue et qu'il pouvait à peine imaginer. Le procès qui s'ensuivit dura 4 mois. Ce fut l'une des affaires criminelles les plus suivies de la décennie. Les tabloïds en publiaient des résumés chaque soir. Les humoristes se moquaient du tribunal. Des fans se rassemblaient à l'extérieur déguisés et en larmes, brandissant des pancartes et affichant leurs défis. Et à l'intérieur, les témoignages devenaient de plus en plus sombres. Jackson, alors visiblement fragile, plus maigre que jamais, assista à l'intégralité du procès. En juin 2005, le jury rendit son verdict, non coupable sur tous les chefs d'accusation. Mais cette victoire au tribunal n'en était pas une. Quelque chose s'était brisé en Jackson, et quelque chose à Neverland s'était brisé avec lui. Dans les documents judiciaires, il aurait qualifié le ranch de propriété profanée, un lieu qui ne lui appartenait plus. Il quitta les lieux. Il fit le serment en secret de ne jamais y revenir, et il tint parole jusqu'à sa mort. Faillite, saisie immobilière et effondrement du rêve. Après le verdict, Jackson ne rentra pas chez lui. Il partit pour Bahreïn, puis pour l'Irlande, puis pour une maison louée à Las Vegas. Pour le reste de sa vie, il erra entre pays et adresses. Un homme sans domicile fixe. Une superstar mondiale qui ne supportait plus de dormir dans le seul endroit qu'il ait jamais considéré comme le sien. Le ranch restait derrière lui fermé à clé et silencieux. Les animaux avaient été déplacés. Le personnel avait été licencié. Les lumières restaient éteintes. Ce que le public ne comprenait pas encore, c'est que le silence à Neverland était aussi le signe que l'argent s'épuisait. L'Empire Jackson, malgré ses ventes d'albums et ses recettes de tournée, perdait de l'argent depuis des années. Poursuites judiciaires, train de vie fastueux parasites, règlements à l'amiable et un domaine dont l'entretien coûtait, semble-t-il, plusieurs millions de dollars par an, avaient englouti la fortune. En 2008, les factures étaient devenues impayées. Un prêt garanti par la propriété d'environ 24,5 millions de dollars s'est retrouvé en défaut de paiement. Et voilà, Neverland était au bord de la saisie. Un milliardaire du nom de Thomas Barrack Jr. y a vu une opportunité. Sa société immobilière Colony Capital est intervenue et a discrètement racheté la dette pour la somme, selon les informations, d'environ 22,5 millions de dollars afin d'éviter la vente aux enchères de la propriété. Officiellement, l'opération était présentée comme un sauvetage, un partenariat, un coup de pouce d'un ami de la famille. En réalité, c'était bien plus froid. Le nom de Jackson figurait toujours sur l'acte de propriété, mais les véritables clés de Neverland étaient désormais entre les mains d'une entreprise. Colony Capital publia alors un communiqué plein d'espoir, se disant impatiente de voir cette magnifique propriété entre les mains d'un nouveau propriétaire. Le ton était poli, mais le sens était tout autre. Ce havre de paix était devenu un simple placement financier. Jackson n'aurait jamais à affronter la suite. Le 25 juin 2009, dans une villa louée à Los Angeles, il décéda d'une intoxication aiguë au propofol à l'âge de 50 ans. Il était, semble-t-il, endetté à hauteur de plus de 400 millions de dollars. Le monde s'arrêta. Les hommages affluèrent du monde entier. Et discrètement dans les documents juridiques qui suivirent, le domaine reprit son nom d'origine, Sycamore Valley Ranch, comme si la société qui le gérait pouvait simplement effacer le nom de Neverland et repartir à zéro. Le pari à 100 millions de dollars. 6 ans après la mort de Jackson, une annonce immobilière apparut en ligne stupéfiant le marché du luxe. L'adresse était masquée mais pas le titre, 100 millions de dollars. Sycamore V. Sycamore Valley sur Sycamore Valley. La description disait « comme si quiconque cliquant sur le lien ne reconnaîtrait pas immédiatement les photos de l'horloge fleurie et de la gare ». C'était en mai 2015.
Colony Capital avait décidé de vendre. La propriété a été mise en vente par Sotheby's International Realty, une agence spécialisée dans les châteaux en bord de mer et les propriétés datant de l'âge d'or du pétrole. L'agent immobilier en charge du bien, Susan Perkins, a prononcé une phrase qui est devenue l'une des plus célèbres à propos de Neverland dans les années qui ont suivi. Elle a déclaré que 100 millions de dollars, ce n'était pas une somme négligeable. Le ton était presque désinvolte. Le montant lui était loin d'être négligeable. 100 millions de dollars auraient fait de Sycamore Valley l'une des ventes résidentielles les plus chères de l'histoire de la Californie. L'agence misait sur le fait que le nom des Jackson effacé du portail, mais toujours présent dans la mémoire collective, suffirait à faire décoller le projet. Ce pari s'est avéré perdant. Quiconque connaissait réellement la propriété pouvait en déceler les problèmes en quelques minutes. Los Olivos, la petite ville aux abords du ranch, était d'une beauté paisible et un peu sauvage. C'était le pays du vin. Des vignobles, des caves de dégustation, des routes à deux voies. Ce n'était ni Beverly Hills ni Malibu. Le genre d'acheteur capable de débourser une somme à 9 chiffres pour une maison voulait être près d'autres demeures de ce prix, près d'aéroports privés, au cœur du système social des riches. Neverland n'offrait rien de tout cela. Il fallait compter 1h30 de route depuis l'aéroport international le plus proche, en empruntant des routes de campagne sinueuses. Et puis il y avait la propriété elle-même. Les animaux avaient disparu. Les manèges avaient été démantelés, vendus ou discrètement retirés. Le studio d'enregistrement était à l'abandon. La célèbre horloge florale et la gare digne de Disneyland étaient toujours là, mais le lieu avait perdu toute son âme. Les estimations suggéraient que l'entretien annuel à lui seul se chiffrait en centaines de milliers de dollars et tout nouvel acquéreur devrait investir des millions supplémentaires pour redonner vie à ces 1100 hectares. Et puis il y avait cette question que presque aucun acheteur n'osait poser à voix haute. Que faire d'une grande roue dans son jardin? Comment un gestionnaire de fonds spéculatifs explique-t-il un carrousel à ses invités? Les professionnels de l'immobilier ont un terme pour désigner les propriétés marquées psychologiquement par des crimes ou des traumatismes présumés, les propriétés stigmatisées. Des études montrent que ces maisons se vendent en moyenne 15 à 25% en dessous de leur valeur marchande. Neverland n'était pas une propriété comme les autres. Les initiés du secteur ont commencé à l'appeler « éléphant blanc », un bien grandiose, coûteux et indésirable. Les mois ont passé, puis 1 an, puis 2, et pas une seule offre sérieuse n'a été formulée. Car le véritable problème de Neverland n'était pas son prix, mais le nom qui y figurait. L'effondrement. En 2017, le silence du marché était devenu assourdissant. Aucune offre, aucune visite privée digne de ce nom, aucun milliardaire mystérieux ne s'est manifesté. Colony Capital a cédé. Le prix a été ramené à 67 millions de dollars, une réduction de 33 millions qui aurait dû susciter un vif intérêt chez tous ceux qui suivaient le dossier. Au lieu de cela, rien ne s'est produit. La propriété continuait de coûter de l'argent, même lorsqu'elle en perdait. La sécurité à elle seule représentait une véritable fortune. Des intrus tentaient d'escalader les murs. Des fans curieux rôdaient autour du périmètre, espérant apercevoir les bâtiments. Des drones patrouillaient désormais au-dessus des 1100 hectares, guettant les intrus qui souhaitaient simplement fouler le même sol que leur idole. Chaque dollar dépensé pour la surveillance du domaine déserté le rendait moins attractif pour un acheteur qui devrait assumer ces mêmes dépenses. Puis 20 mars 2019. Le prix chuta à nouveau cette fois à 31 millions de dollars, soit une réduction de 69% par rapport au prix initial. Dans l'immobilier de luxe, de tels chiffres ne sont pas des corrections mais des aveux. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles, au sein de Colony Capital, des désaccords avaient éclaté. Certains dirigeants voulaient maintenir le cap et attendre le bon acheteur. D'autres voulaient se débarrasser du bien à tout prix. Les partisans d'une vente rapide l'avaient clairement emporté. Le désespoir avait remplacé l'optimisme. La réaction en ligne fut immédiate et passionnée. Les fans exprimèrent leur incrédulité et leur chagrin face à la valeur dérisoire de la propriété, inférieure à celle d'un simple penthouse à Manhattan. Les théories allaient bon train. Certains craignaient que l'acheteur, lorsqu'il se manifesterait enfin, ne rase le bâtiment. D'autres redoutaient qu'il ne soit morcelé en parcelles viticoles. L'horloge florale remplacée par une terrasse de cave de dégustation. Pour ceux qui avaient grandi en aimant la musique de Jackson, ce prix bradé fut perçu comme une trahison silencieuse. Le rêve s'évanouissait. Et pourtant, même à 31 millions de dollars, rien ne se produisit. Mais le documentaire diffusé quelques jours seulement après cette baisse de prix allait empirer les choses. Bien pire. Leaving Neverland, le documentaire qui a enterré le ranch.
Ce documentaire de 4 heures a été diffusé pour la première fois sur HBO en mars 2019. Dès son premier week-end, il avait accompli ce qu'aucun procès, aucun accord à l'amiable, aucune décennie de rumeurs n'avait réussi à faire plonger définitivement le débat public autour de Michael Jackson dans une atmosphère plus sombre. Le film s'intitulait Leaving Neverland. Le réalisateur, le cinéaste britannique Dan Reed, avait passé des années à rassembler des images. Le film se concentrait sur 2 hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui avaient tous deux passé beaucoup de temps avec Jackson au ranch lorsqu'ils étaient enfants. Assis devant les caméras, ils décrivaient avec une précision lente, douloureuse, presque insoutenable, ce que Jackson leur aurait fait subir dans la propriété. Les lieux qu'ils mentionnaient n'étaient pas des lieux ordinaires. Ils nommaient des chambres, la gare, des attractions spécifiques. La carte de Neverland si chère au monde se redessinait sous nos yeux pièce par pièce. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Dans de nombreux pays, les principales stations de radio ont discrètement retiré les chansons de Jackson de leur programmation, certaines pendant des jours, d'autres pendant des semaines. Les marques qui utilisaient son image ont pris leur distance. Les plateformes de streaming ont constaté des changements dans leurs données. La famille Jackson a répliqué avec véhémence, qualifiant le film de lynchage public et soulignant que les 2 hommes avaient des années auparavant déclaré sous serment que Jackson ne les avait jamais touchés. Les accusateurs avaient changé leur version. La famille affirmait que cela prouvait tout. Leurs détracteurs rétorquaient que cela prouvait le contraire, que les victimes d'abus mettent souvent des années à parler. Cet argument importait peu au ranch. La réputation ne se construit pas par des arguments, mais par les images, et l'image de Neverland était désormais détournée. L'idée de transformer le domaine en musée à l'instar de Graceland, la maison d'Elvis Presley à Memphis, a brièvement été évoquée. L'idée a été abandonnée presque aussi vite qu'elle était apparue. Graceland attirait les foules, car l'histoire d'Elvis, malgré ses aspects étranges, était surtout empreinte de nostalgie. L'histoire de Neverland était tout autre. Aucune famille n'y emmenait ses enfants un samedi après-midi. Le rêve du musée s'était déjà évanoui avant même d'être couché sur le papier. La malédiction, les fantômes et les acheteurs désistaient. Bien avant le documentaire, il y avait eu des acheteurs, mais jamais le bon. En 2013, un nom fit son apparition dans les tabloïds londoniens, Joe Bamford, héritier de la fortune JCB, entreprise de matériel de construction. Un homme issu d'une famille fortunée du secteur industriel britannique, avec un goût discret pour les propriétés insolites. Il aurait été intéressé. Les premières rumeurs laissaient entendre qu'un accord était en préparation, que des avocats étaient impliqués, puis aussi discrètement qu'il était apparu, Bamford se retira. Il n'a jamais donné d'explication. Les 2 raisons les plus plausibles ont circulé dans le milieu immobilier pendant des années. Le coût de la restauration était exorbitant et associer un nom de famille à un lieu entaché d'allégations d'abus était une chose qu'aucune fortune ne souhaitait voir figurer sur sa page Wikipédia. En coulisses, Colony Capital aurait également refusé d'autres offres. Certaines étaient jugées trop basses. D'autres s'inquiétaient de savoir qui précisément habiterait les lieux après la vente. La crainte était toujours la même, un mauvais acheteur. Un acheteur tapageur, un acheteur transformant la vente en coût marketing, risquait de déclencher une nouvelle vague d'indignation. Le risque d'une mauvaise vente commençait à paraître aussi dangereux que celui de ne pas vendre du tout. Les problèmes pratiques étaient tout aussi réels. La propriété était inextricablement liée à la succession de Jackson et à Colony Capital, et les acheteurs voulaient des documents en règle, pas un procès en puissance. Kyle Forsyth, le chef de projet affecté par Colony à la propriété, décrivait une succession de problèmes liés à la restauration. Des pics avaient percé des trous dans la gare digne de Disneyland. Les routes étaient fissurées. La célèbre horloge florale nécessitait d'importantes réparations. Le royaume autrefois immaculé de Jackson à tout point de vue retournait lentement à la poussière sur laquelle il avait été bâti. La vente discrète est une histoire qui refuse de se terminer. En décembre 2020, un milliardaire du nom de Ron Burkle a décroché le téléphone et a passé l'appel que personne d'autre n'aurait osé passer. Yucaipa Companies, la société d'investissement qu'il a cofondée, a finalisé l'acquisition de Neverland pour 22 millions de dollars. Le prix final était inférieur de 78% au prix initial demandé. Ironie du sort, il était inférieur que d'environ 500 000 dollars à ce que Colony Capital avait déboursé en 2008 pour éviter la saisie de la propriété. 12 années passées à la conserver, à la commercialiser et à la baisser n'avaient quasiment rien rapporté à Colony.
Les analystes immobiliers la qualifieront plus tard de l'une des dévaluations les plus spectaculaires de l'histoire des propriétés de célébrités. Burkle connaissait bien la famille Jackson. Il était un ami de longue date, un associé d'une époque plus paisible. Mais cet achat, comme il l'a clairement indiqué publiquement, n'était pas motivé par la nostalgie. Il le qualifiait d'opportunité d'investissement foncier. La transaction s'est faite délibérément sans effusion de sang. Il achetait un terrain en Californie, un bien qui conserve sa valeur pendant des décennies et les bâtiments qui s'y trouvaient étaient presque anecdotiques. Il n'y a jamais emménagé, il n'y a toujours pas emménagé. Les grilles sont restées verrouillées après la vente comme auparavant. La gare est restée vide. Les fleurs qui formaient autrefois le mot « Neverland » près de l'entrée ont depuis longtemps fané et ne forment plus que des formes irrégulières. Selon certaines sources, les propres conseillers de Burkle l'avaient mis en garde contre ce projet. La propriété présentait des risques qui n'étaient pas uniquement financiers. Quiconque en serait propriétaire devrait défendre sa propriété contre les critiques, les militants et une communauté de fans encore profondément divisée. Dans une interview accordée au Wall Street Journal en 2021, Burkle s'est montré inhabituellement franc. Il a qualifié l'endroit de plutôt déprimant. Il a déclaré que ce n'était plus le magnifique lieu qu'il avait été. Il lui manquait juste des fleurs, a-t-il dit. Il lui manquait juste de la vie. Son équipe a commencé le long travail de restauration presque immédiatement. Les canalisations ont été remplacées, les routes ont été goudronnées, la gare endommagée a été réparée. Mais les manèges, eux, avaient disparu depuis longtemps. La grande roue avait été vendue à une société du Missouri nommée Archway Amusement. D'autres manèges avaient été dispersés dans des foires de comté en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington. Certains des décennies plus tard arborent encore de petites pancartes indiquant leur provenance de Neverland. En avril 2024, la propriété a brièvement refait surface. Une équipe de production hollywoodienne est venue filmer des scènes du biopic à venir sur Michael Jackson. L'équipe a décoré les lieux pour les besoins du tournage, restaurant l'intérieur, polissant les manèges restants et installant un chapiteau de cirque pour une séquence. Sur l'écran, on aurait dit Neverland. Aujourd'hui, le ranch est conforme à la vision de Burkle, un refuge privé, une propriété des permis déposés auprès du comté des travaux en cours, sur les toitures et les systèmes électriques. Préservation, pas transformation. Les discussions sur son avenir se poursuivent aussi bien dans le milieu immobilier que sur les forums de fans. Certains pensent que Burkle finira par vendre des parcelles de terrain plus petites. D'autres rêvent encore d'un musée soigneusement conçu qui puisse rendre hommage à la musique sans pour autant idéaliser l'homme. Quelques-uns souhaitent sa démolition pure et simple, la disparition des bâtiments et le retour de la végétation sauvage, chênes et herbes folles. Les portes restent closes, le monde demeure divisé, et Neverland, la plus grande création de Michael Jackson et sa plus profonde blessure, attend en silence un chapitre final qui ne viendra peut-être jamais. Ne manquez pas les vidéos diffusées actuellement. Elles sont tout aussi intéressantes. À bientôt!